Enregistrement, hop. Alors, test AT1. Alors, donc au début, on partait sur. Donc, je vais faire chaque test un par un. Enfin, je vais faire les deux tests un par un. Et puis, on va en parler vite fait. Et vous allez me poser vos questions juste après, ok? Après chaque test, vous allez me poser vos questions. Je veux juste parce qu'il fait trop chaud dans ma chambre. Ok. Alors, donc d'abord, est-ce que je vois maintenant sur un pullback? La bonne réponse était non, j'attends un pullback. Parce qu'on a eu un break. Donc, un break d'un triangle qui était. Je pense que c'était un triangle. Ça aurait été un triangle, je sais pas, triangle descendant, j'aurais dit. Donc break, triangle descendant. Là, vous voyez que ça donne déjà de ouf. Donc autant, là, on est sur un support en plus, vous voyez, là, c'est un support. Donc vous attendez un petit peu, paf, on remonte, on vend le pullback ici. Donc après, là, là cette résistance-là. Et là, vous vendez le pullback. D'accord? Voilà. Quoi, c'est la réponse, c'est j'attends un pullback. Ensuite, est-ce que je short dans cette zone pour anticiper une baisse? Non. La bonne réponse c'est non, parce qu'on n'anticipe jamais une baisse. C'est-à-dire qu'on lance le trade on lance seulement un trade sur une cassure de quelque chose. Là, on est sur un support, d'un falling wedge, donc ça vaut pas le coup de short. D'accord? En plus, après, c'était remonté. Voilà. Pour l'info, parce que c'était un falling wedge. Donc, on short jamais en prévision de quelque chose. C'est-à-dire que on short sur un break, mais sur un breakout de quelque chose, ou on short sur une cassure de support. Mais on n'anticipe pas une baisse. 3. Quel est ce pattern? C'était facile, c'était triangle symétrique du coup. Ouais, ça c'est du cours, hein. Peut-on prévoir avec plus de 50% de certitude? Comment? Ah ouais, attends, bah attends, je vais me. Ok. Euh... Ouais, attends, mais je vais me mute sur Discord. Voilà, c'est bon là, non? C'est bon là ou pas? Vous m'entendez? Ok, top, ok, ça, stop. Donc là, c'était un triangle symétrique, donc ça c'est du cours. Peut-on prévoir avec plus de 50%... Peut-on prévoir avec plus de 50% de certitude la direction dans laquelle va break le pattern? Donc là justement, donc si vous avez lu le bouquin de John D. Murphy, en gros on sait qu'avec 65% de chance l'analyse technique fonctionne. Je pense que c'est un vrai. Donc oui, on peut connaître avec certitude. Mince, misclick. Mince. Ok. Mais attendez, punaise, pourquoi il s'est enlevé là? Ah oui, non, c'est bon. Donc là, laquelle va break le pattern. Donc on sait que c'est un triangle symétrique. On sait qu'il y a une tendance baissière. Donc techniquement, d'après le cours, c'est un break vers le bas qui va se passer. Donc oui, on peut connaître avec plus de 50% de certitude la direction dans laquelle va break le pattern, donc vers le bas. Voilà. Ensuite, cette réponse, ce pattern ne permet pas de déterminer la direction d'un parce qu'on connaît la target du triangle symétrique. Donc là, en fait, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué parce que ça peut être soit un triangle symétrique, soit un bull pennant. D'accord? Mais je pense c'est plutôt c'est tellement gros que c'est plutôt un triangle symétrique. Bull pennant en général, c'est plus petit. Voilà. Là, j'aurais dit triangle symétrique, donc ce serait descendu à peu près là. La target, faut mesurer. Est-ce qu'il y a un breakout? Donc là, oui, un breakout. Vous voyez, gros volume. Ensuite, voilà, gros volume de sell sur un break de support. Ça, c'est un breakout confirmé. Donc oui. Breakout d'un drapeau baissier avec gros volume. Puis-je prévoir, est-ce que je vais racheter? Oui, on peut, parce qu'on connaît la target du bear pennant, c'est-à-dire que la target c'est cette là, on reprend cette ligne, on la positionne ici. En fait, le drapeau est toujours au milieu de la tendance, c'est-à-dire que c'est toujours au milieu, c'est-à-dire que cette distance-là elle est pareille que cette distance ici. Voilà, donc là on peut connaître la target, donc la réponse c'était oui. Aurions-nous pu anticiper une baisse lorsque BT et TC étaient aux alentours de 18 000? Donc là la question était un peu mal formulée, hein. C'était un peu de ma faute. Mais en gros, oui, parce que pourquoi? Là, vous voyez qu'on a une énorme divergence sur le RSI, divergence baissière. Donc ça, c'est un cours qui va arriver, hein. Faut juste que je fasse les cours. Là, j'ai plein de trucs à faire, donc il faut que je fasse les cours. Mais ça va arriver. Donc là, on avait divergence RSI, tac tac, divergence momentum, perte de volume énorme. Ici, vous voyez, il n'y a plus de volume d'achat comparé à là. Donc là, clairement une baisse qui a annoncé. Donc là, voilà, on aurait pu prévoir de tout vendre à 18 000. Donc là, la réponse était oui, grâce au RSI au moment et volume, parce que tout confirme, c'est-à-dire qu'il y a moins de volume d'achat, il y a le RSI qui est en divergence baissière et le momentum qui est en divergence baissière. Quel est le nom de cette divergence? Donc ça, c'est une divergence, baissière cachée, d'accord? Quand on a une montée, une descente des pics
Donc ça fait un lower high et en même temps on a un higher high sur le RSI. Ça, divergence baissière cachée, ça indique une continuation baissière, d'accord? Mais savoir que les divergences baissières cachées, il faut faire attention. C'est pas toujours, moi j'en prends pas tellement compte, c'est-à-dire que je vais pas faire un trade dessus comme j'aurais fait un trade sur, c'est-à-dire qu'une divergence haussière, elle peut à elle seule suffire à refaire monter le cours, alors qu'une divergence baissière cachée, ça arrive que des fois il y en a une mais que ça monte quand même, par exemple. Donc, j'en prends pas trop compte en général, c'est juste un indicateur en plus. Voilà. C'est pas aussi fort que les divergences haussières ou divergences baissières. Voilà ça, c'est pas aussi fort que ça. Est-ce que cette zone est un bon point pour long? Donc la réponse c'était non, parce que on est sur une résistance. Voilà, là c'est une résistance, hein. Donc c'est pas un bon point de long. Si on veut long absolument parce qu'on pense à remonter plus haut, on va long, mais quand on aura break avec une candle au-dessus de ce point. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant de long, mais pas au-dessus. C'est-à-dire pas en dessous. Ou alors ici le long. Ici, ici là, à cet endroit-là, c'était intéressant de long. Parce qu'on est sur un support là. Mais ici, c'est pas intéressant. Donc non. En quel levier puis-je ouvrir mon short? Donc là, vous voyez, donc là, là, je vous ai mis ça. Mais ça, c'est des questions difficiles. En plus, j'ai fait des questions complètement abusées, surtout pour le début. Mais en gros, ici, on avait donc, là, on avait un bon short parce que là, il y avait un support, vous voyez, et le support, il est devenu résistance. D'accord? Donc dans ce cas-là, le short, vous pouvez mettre un short avec en fait, là, le stop loss ici, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que là, des fois, ça peut très bien venir et chercher cet endroit. D'accord? Donc là, le stop loss, c'est pas parfait. Là, cette question, elle est un peu controversée encore, mais en gros, le stop loss, c'est pas parfait. C'est-à-dire que moi, je m'autorise en x25 0,80% de stop loss maximum. Donc là, bon, 0,86, ça peut passer. Sauf que là, le stop loss, il n'est pas optimal. C'est-à-dire que le stop loss, pour qu'il soit optimal, il faut qu'il soit au-dessus du dernier pic. Donc le stop loss optimal, c'est le 1,40. D'accord? Voilà. Ce stop loss, il n'est pas du tout optimal parce qu'il est beaucoup trop haut. D'accord? Il est beaucoup trop haut. Mais ce stop loss, lui, c'est vraiment le stop loss optimal. Donc 1,40. Donc ça, c'est vraiment le stop loss à privilégier. Donc là, on aurait ouvert le trade en x10, en x5. Tout ce qui est en dessous, en fait, x5, x10. Et on peut même, allez, en x25, c'est faisable aussi parce que, en vrai, là, c'est un gros support. C'est-à-dire que là, c'est un gros support qui est devenu résistance. Et ça doit, en aucun cas, le BTC doit remonter au-dessus. D'accord? Donc le stop loss ici est acceptable. D'accord? Ça peut mécher, mais ça ne méchera pas plus que ici. Ça ne méchera pas plus que au-dessus de ces candles. Voilà. Voilà, ça c'était pour cette question. Donc x25, x10, x5. La zone bleue est-elle une zone optimale pour ouvrir un long avec gros levier? La zone bleue pour ouvrir avec un gros levier. Oui. Alors attendez, oui, c'est. Enfin non, je sais plus ce que je dirais. Alors là, moi je dirais oui, c'est optimal. Pourquoi? Parce que le stop loss, on peut le mettre en dessous. Là, on a un support. D'accord? Donc là, on peut le mettre en dessous. On peut le mettre juste en dessous du support. Mais là, en vrai, avec un peu de recul, c'est pas une zone totalement optimale parce que le stop loss, en fait, ça pourrait très bien. Normalement, c'est pas le cas, mais en gros, le stop loss il pourrait très bien être ici. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien le mettre ici. Le cours pourrait très bien redescendre ici, à peu près, et remonter après. Donc là, c'est pas ouf. Mais en vrai, ça se tente. Pourquoi? Parce que là, on joue vraiment ce support. C'est-à-dire qu'on joue le support là, et on se dit si ça break en dessous, on excite le trade. Donc oui, ça pourrait être ouvert avec gros levier. Ici. Voilà. Donc là, c'était pour le 1. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, si tu n'as pas de questions, on passe sur le 2. Donc le 2 qui était plus facile. Parce que je me suis rendu compte que bah il y avait une très mauvaise moyenne de classe. Je peux dire classe. Mais ouais, bah, après, c'est normal. Hein, vous veniez de rentrer. Mon test, c'était la première fois que je faisais un test, donc j'avais aucune idée comment j'allais faire. C'est vraiment le début, donc je n'avais pas trop d'idées. Mais celui-là, du coup, j'ai fait un truc plus facile. Le test 3, ça sera pareil. Ce sera sur le cours que je vais vous faire. Je le sortirai aujourd'hui ou demain. Je pense plutôt demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres trucs à faire encore, vu que j'ai pas mal de live déjà. Mais je vous ferai un cours, donc du coup, je ferai un cours audio sur les rising wedge, sur les falling wedge, sur tous les patterns de reversal. Et aussi, je vous ferai un. Et donc, du coup, le prochain test sera sur ce genre de pattern et comment les trade. Donc là, test numéro 2. Donc, quel est ce pattern? Donc, ça, c'est un triangle ascendant. Ascendant, c'est un triangle symétrique. Vous voyez qu'il est symétrique. Avec l'apex, ça, c'est l'apex ici. C'est où les deux lignes se joignent. C'est l'apex. Voilà, donc il est là, c'est une ligne comme ça. Et donc l'apex c'est horizontal à peu près. Donc c'est un triangle symétrique.
Est-ce que c'est un breakout confirmé? Alors là, en fait, c'est un breakout qui est confirmé oui et non. Parce que, bon, en vrai, ça, c'est encore une question qui est un peu piégeante. En vrai, en fait, le breakout est pas top. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on n'a pas de volume. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a pas de volume. Donc là, en fait, le volume ne confirme pas le breakout. C'est-à-dire que quand vous avez un breakout haussier, normalement, il faut toujours qu'il y ait justement du volume. S'il n'y a pas de volume sur un triangle haussier, en général, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, sur un mouvement haussier, il faut toujours qu'il y ait du volume, sinon ça sent pas bon. S'il n'y a pas de volume, c'est que voilà. Après, par contre, sur un baissier, s'il y a un break baissier, ça arrive que des fois le break se fasse sous peu de volume. Parce que comme si vous avez lu le livre de Murphy, et que vous avez lu les trucs que j'avais écrits, vous verrez que c'est comme une pomme sous l'effet de la gravité. Le marché, le prix tombe sous son propre poids. C'est-à-dire qu'il a tendance à descendre avec son propre poids. Parce que les acheteurs, les vendeurs, en fait, quand un coin vous désintéresse, c'est psychologique, hein. Quand vous vous emmerdez sur un coin, et ben vous allez le vendre. Parce que vous voyez qu'il pump pas. Pour aller sur un autre coin, par exemple. Même c'est pas ça qu'il faut faire, mais bref, il y en a énormément qui le font, et c'est pour ça que les marchés ont tendance à s'écrouler sous leur propre poids. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit sur les altcoins ils font que descendre et ça rebondit jamais. Parce que c'est ça, et pourtant il n'y a pas vraiment de volume de descente. C'est juste que bah il n'y a pas d'intérêt d'acheteur, donc forcément voilà, le prix il descend tout seul. Alors que pour monter, le prix il a besoin d'une force d'acheteur. Il faut qu'il y ait une demande d'acheteur. Dans ce cas-là, il faut du volume. KS pattern, donc ça c'est un falling wedge. Voilà. Donc les targets, j'avais mis ces targets? Pourquoi j'ai mis un 2 3 là? Ah, à mon avis, j'ai voulu faire une question et je l'ai oublié. Ou alors elle s'est mise ailleurs. Je sais pas. Normalement, il y avait une question là, je l'ai dû oublier. En gros, la target, on va le faire ensemble. La target du falling wedge, c'est ça, c'est 2. C'est-à-dire que vous mesurez l'entrée et hop, vous mettez la sortie. Dans la target du falling wedge, c'était 2. Donc là, c'était un falling wedge. Et encore, c'était discutable. Encore, c'était un peu discutable. Et là, on pouvait voir soit un falling wedge, soit une tendance baissière. Là, le falling wedge, il avait plutôt marché, donc ça allait. Ce pattern, qu'est-ce que c'est ce pattern? C'est un bull flag. Donc vous voyez que c'est un mât. Et là, drapeau ascendant. Ensuite, quel est ce pattern ici? C'est un bear flag, donc c'est pareil, mais c'est un bull flag, mais vous voyez, c'est inversé. C'est-à-dire que là, ça descend, et là, ça pointe vers le haut. Donc bear flag. Est-ce intéressant d'ouvrir un zone short dans la zone? Oui. Ça veut dire que là, on anticipe un rising wedge, donc il y a un pattern bearish. Donc là, et la target du rising wedge, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à peu près ici. Donc là, là, il y a un support, vous voyez, là, il y a un gros support, il y a une confluence des prix là, ici. Donc là, c'est intéressant de close son short à 10 500. Et ça, vous vous rappelez? Non, c'était pas celui-là. En gros, c'est la continuation du dessus à 11 754. Et on aurait pris le short, et moi, ma target, c'est 10 500. Je sais pas si vous vous rappelez. 10 500, donc c'est le trade de l'année qu'on avait loupé là, à 300% de profit. On avait notre première target à 10 500, et le PTP, après, on l'aurait pris à 9 500. Enfin bref. Donc ça, oui, c'est intéressant d'ouvrir un short dans zone rouge. KS pattern, c'était sur Neo. Donc ça, c'était un triangle descendant. D'accord? Support, tac, donc triangle descendant. En quel levier peut-on shorter dans la zone rouge? On peut shorter en. Bah là, c'est le trade qu'on avait pris d'ailleurs. C'est le trade à 11 754. On peut le prendre en x25. Moi, j'avais pris en x15 parce que je préfère être large au cas où ça mèche. Et en gros, on peut le prendre en x15, en x25, en x10, x5. Et ça, ce groupe sur le trade sur le VIP, on devait le prendre. C'est qu'on devait le prendre là. Enfin bref, voilà. Nous sommes un rising wedge sur 4 heures. La zone rouge est-elle un bon point pour short en x25? Oui. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur un support. Vous voyez que là, notre stop loss, il est à 0,85%. Donc c'est un très bon stop loss en x25. Donc là, oui. Très bon short en x25. Donc là, oui. Parce qu'on arrive sur un. Là, c'est la résistance du raising wedge. Donc il y a peu de chance que ça remonte au-dessus. Et en plus, on a pile. Notre stop loss, il est bien au-dessus du pic. Donc du coup, c'est parfait. C'est le meilleur stop loss. Je long dans la zone bleue. Oui. D'ailleurs, ce trade, il avait fait un truc de malade. Il avait explosé parce qu'il y avait. Là, il y a une résistance, ça avait explosé. Ici, c'était un long. Pourquoi? Parce que là, il y avait une grosse résistance ici. Et une fois qu'on avait break et qu'on avait un close candle de 3 minutes au-dessus, on pouvait long. Parce que ça veut dire qu'on avait break la résistance et là, ça allait pump. Voilà. Donc là, oui. Voilà. Parce que là, il y avait une résistance et si on arrivait là, on la dépasserait. Et là, on clôturait au-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Je vous laisse si vous avez des questions au cas où. De toute façon, de toute façon, il est record le truc.
Il sera record. Le Tony Weiss, je sais pas. Et Tom Demarque, c'est comme ça, j'ai jamais entendu. Ah, le TD9? Ouais, TD9, je pense que c'est bullshit aussi, hein. C'est le genre de truc. C'est le truc un peu bullshit, je pense. Je pense que c'est un peu le truc bullshit, le TD9. Mais après, bon, ça marche, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un peu bullshit. Les divergences baissières cachées sont moins efficaces, mais c'est la même chose pour les divergences cachées haussières. Oui, c'est pareil. Tout ce qui est divergence cachée, c'est moins efficace. Donc, voilà. Du coup, sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Donc ça sera c'est pour la correction des deux tests. Si vous avez des questions encore qui vous viennent, n'hésitez pas à poser à me hâte dans le chat. N'hésitez pas. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Tranquillou. Voilà, donc là, le programme c'est test AT3. Je vais l'éditer dans la semaine. Je vais le faire dans la semaine. Le test, le corriger, donc test AT3, test AT4, on fera ça dans un mois du coup. Ensuite, on fera les cours, il viendra demain, je pense, il viendra demain, le cours sur les patterns réversales. Et voilà, et puis on continuera l'école sur la petite plateforme BitMEX Cherry, on va continuer tranquillement. Et voilà, donc ça c'est les plans pour la prochaine semaine. Regardez, si vous n'avez pas regardé, regardez mon live Twitch parce que je vais reposter des AT et tout sur mes targets ETH, mes targets XBT pour mes longs et tout ça, que je ferai sur Kraken. Et donc voilà. Donc je vous dis salut à tous et puis on se croise sur le chat, hein. Ciao ciao!